Alors, depuis ce matin, on parle agir ensemble, mais pour agir ensemble, il faut que quand même il y ait la confiance, qu'il y ait une confiance qui s'installe, la confiance entre les personnes qui s'engagent, entre les organisations qui veulent coopérer, entre les territoires qui veulent interagir. Donc, pour parler de confiance, eh bien, je vais demander à Yann de venir nous présenter les enseignements du programme sur la confiance. Merci. Donc, quelques minutes pour vous partager ces mots, bien évidemment, en toute humilité, avec toute la série d'interventions remarquables qu'on vient d'entendre. Alors, déjà quelques éléments à vous partager sur, en synthèse, quels sont finalement les résultats un peu prégnants que l'on a vus au niveau de la confiance. Les impacts en fait forts des alliances, ils portent sur deux volets. La capacité de mobilisation collective et également l'engagement des personnes. Et cette étude du programme Impact, elle a démontré que le fait de faire alliance, il permet à la fois de mobiliser collectivement les énergies et, peut-être plus surprenant, c'est aussi une source d'engagement personnel. La confiance, elle joue donc un rôle important pour la mobilisation collective et individuelle des collectivités aux citoyens et bien sûr à l'ensemble des organisations. Et si on regarde maintenant le volet des pratiques, qu'est-ce que ce levier de la confiance nous dit au sujet des pratiques? D'abord, il est essentiel d'activer les trois leviers de l'intérêt général. La vision partagée, la gestion régulatrice et également l'action collective qui est transformatrice. Et ces trois leviers, ils mettent en cohérence finalement les besoins des personnes, des organisations et des territoires. Comme ces trois schémas peuvent l'illustrer, les moteurs d'engagement des personnes, le carré magique des objectifs des organisations et les trois besoins de valorisation des territoires. Et alors, après avoir dit ça, quel est finalement le défi collectif qui est devant nous? Comment on peut articuler ces légitimités, à la fois entre acteurs différents et aussi entre différents niveaux, différentes échelles sur les territoires? C'est quelque part une articulation entre le macro et le micro qui est un élément déterminant. Et comment on peut arriver à hybrider la place de chacun? Cette articulation des acteurs, elle fait le lien entre un cadre qui est national et une capacité d'action beaucoup plus locale, au plus près des besoins des territoires. Et la co-construction, elle peut jouer un rôle d'intermédiation finalement entre cette échelle nationale et l'échelle territoriale. Voilà. Merci Yann. Alors, donc pour illustrer le lien entre alliance et confiance, je vais demander à Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire et présidente de l'association l'ANPP Territoire de Projet, et Christophe Janter, directeur du département Cohésion sociale et territoriale au sein de la Banque des Territoires. Bonjour et merci. Alors Josiane, je me tourne vers vous. Depuis de nombreuses années, donc l'ANPP Territoire de Projet, qui est une association d'élus et d'agents territoriaux, promeut la notion de projet de territoire, notion qui est fondée sur des interactions entre collectivités d'une part et aussi la mobilisation de toutes les forces vives du territoire. Et en 2021, l'association a lancé son Vademecum Osons les territoires pour des projets de territoire ambitieux. Alors, dans ce Vademecum, finalement, quelles sont les conditions qui sont exposées dans ce Vademecum pour mobiliser toutes les énergies locales? Donc un projet de territoire mobilise toutes les énergies locales. Bonjour à toutes et à tous, merci de m'avoir convié à cette rencontre. Effectivement, je suis là depuis peu de temps, mais tout ce que j'ai entendu, je le partage complètement, puisque l'ANPP, donc l'association qui fédère des pays, PETR, a cette particularité de vouloir, depuis son origine, développer des alliances, développer des coopérations. Cela a été dit, il faut réenchanter les politiques publiques, il faut redonner du sens. C'est quelque chose qui aujourd'hui paraît évident. Et nous avons effectivement publié ce Vademecum Osons les territoires au moment de l'élaboration des CRTE, parce qu'il fallait rappeler d'une part, il nous a semblé l'importance d'un projet de territoire, et il nous fallait également préciser la définition même du projet de territoire. C'est quelque chose qui a été beaucoup galvaudé. Donc, il nous a semblé important de préciser ces différents aspects.
Pour nous, depuis l'origine de l'Association nationale des pays et pôles territoriaux, un projet de territoire se veut stratégique, c'est-à-dire avec une vision à moyen long terme, 20-30 ans, qui fixe un cap, qui fixe des objectifs, qui n'est pas du tout un projet d'un élu, qui n'est pas le projet d'un mandat, qui est vraiment un projet avec une vision transversale, qui est un projet émanant du territoire, pour le territoire et par le territoire. Il est indispensable, à partir du moment où l'on a défini ces objectifs, de définir également la stratégie qui va, en coordonnant les politiques publiques, permettre d'atteindre ces objectifs. À côté de cette vision stratégique, ce projet de territoire, il se veut également intégré. Il y a vraiment une nécessité absolue de mettre en cohérence les politiques publiques entre, d'une part, des outils réglementaires, je veux par exemple parler du SCOT ou du plan climat, et des dispositifs contractuels, c'est par exemple le CRTE, ou bien les contractualisations européennes, ou encore les contrats locaux de santé, et bien d'autres. Il vise aussi à créer davantage de coopération entre les collectivités elles-mêmes, communes, intercommunalités, pays, et également à créer du lien entre l'urbain et le rural, le public et le privé. Et je vous rejoins, Madame la Directrice, lorsque vous évoquiez tout à l'heure cette volonté de le bonifier par un crédit d'impôt ou autre. Moi, je porte pratiquement le même message à l'Assemblée nationale. Et je demande, alors qu'aujourd'hui, beaucoup de collectivités, toutes les collectivités fonctionnent avec une dotation globale de fonctionnement, je prône une bonification pour les territoires qui établissent des partenariats avec d'autres, parce que nous avons longtemps pensé que le ruissellement s'effectuait, mais c'est faux. Et il faut le favoriser, il faut l'inciter, et je trouve qu'une bonification serait de bon augure. Ce projet, donc j'ai dit, il était stratégique, il était intégré, il est aussi partagé. Partagé avec l'ensemble des acteurs qui l'ont conçu, qui l'ont pensé. Je veux parler bien évidemment des acteurs, les élus en premier lieu, mais aussi les entreprises, petites, moyennes et grandes. Je veux parler également du milieu associatif, également des citoyens. Et c'est tous ensemble, ce sont tous ces acteurs qui ont initié ce projet, qui l'ont construit, et c'est très important qu'ils puissent se l'approprier, qu'ils puissent vraiment adhérer à ce territoire et être des vrais ambassadeurs. Puisque vous le savez, nous sommes aujourd'hui dans un modèle de transition majeure, transition numérique, transition écologique, transition alimentaire. Et ces transitions, si l'on veut atteindre les objectifs qui nous ont été fixés, notamment l'objectif de transition écologique avec une diminution des gaz à effet de serre de 30% en 2030, c'est demain. Si nous voulons avoir un vrai levier et atteindre ces objectifs, il faut que le plus grand nombre ait compris pourquoi ils doivent changer de comportement. Et le fait ça nous amènera certainement à parler de l'accompagnement, mais tout cela doit être compris, doit être partagé pour avoir un levier qui soit vraiment très important demain et qu'on puisse enfin changer. Parce qu'on sait, changer les comportements, ça demande du temps. Et là, notre temps est compté, donc il faut absolument que tous les acteurs soient parfaitement au fait de tout cela. Alors effectivement, vous parliez d'accompagnement, ce que vous dites, enfin, la NPP territoire de projet, ce qu'elle dit, c'est que pour élaborer et mettre en œuvre ces projets de territoire, il faut pouvoir les accompagner. Cet accompagnement repose sur ce que vous appelez l'ingénierie du développement local et des transitions, qui est une condition nécessaire pour animer le territoire. Et c'est cette animation, cette ingénierie qui permettra finalement de créer la confiance des organisations et des personnes qui vont s'impliquer pour ce projet de territoire. Et pour vous, enfin, pour soutenir cette ingénierie, vous, qu'est-ce que vous souhaitez ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour soutenir cette ingénierie publique territoriale ? En fait, après avoir publié ce premier Vademecum Osons les territoires qui définit le projet, nous avons publié un deuxième Vademecum concernant l'ingénierie, qui est tout à fait en lien avec le premier, qui fait suite, puisque ce Vademecum concernant l'ingénierie vise à préciser comment est-ce qu'on accompagne le développement de cette stratégie territoriale qui a été précédemment définie.
Nous avons constaté que toutes les ingénieries, qu'elles soient publiques ou privées, étaient bien évidemment nécessaires, mais elles avaient tout un rôle très spécifique. Et dans la fonction publique, eh bien, vous avez à la fois la fonction hospitalière, vous avez la fonction d'État et vous avez la fonction territoriale. Et nous avons identifié une branche qui pourrait être une branche spécifique que nous avons appelée ingénierie du développement local et des transitions, qui viserait justement à accompagner le déploiement de cette stratégie locale. Et il nous a semblé que cette ingénierie, elle était très spécifique et qu'elle demandait des compétences particulières. Et ce Vademécum a précisé le profil des agents qui seraient amenés à accompagner cette stratégie locale. Il nous a semblé qu'il fallait que ce soit des personnes qui soient en capacité de mettre en relation les différents acteurs, que ce soit des personnes qui soient dans l'écoute, dans la bienveillance, qui soient capables d'établir une relation de confiance. On sait aujourd'hui toute la défiance qui s'est installée vis-à-vis des élus, donc il faut redonner de la confiance. Il faut être en capacité d'écouter, d'entendre aussi. Il faut être en capacité de fédérer. Il faut parallèlement avoir des compétences financières, des compétences juridiques, des compétences comptables. Il faut également une mission RH, il faut être capable de manager des équipes, il faut être capable de manager un projet d'équipe. Et tout cela, eh bien, ça nous a permis d'affiner le profil des personnes qui devraient être présentes pour accompagner ces changements, ces mutations qui nous sont imposées. Et bien sûr, il faut financer cette ingénierie. C'est pourquoi nous avons prôné le 1% ingénierie publique territoriale, c'est-à-dire que sur un montant global d'investissement, eh bien 1% serait dédié au financement. Et nous avons, dans un premier temps, réalisé une tribune pour expliquer cela. Nous avons également réalisé une pétition. Et ces deux documents ont rencontré un très vif succès puisque la tribune a vu la pétition, plus de 11 400 signatures d'élus locaux. Et la tribune a été signée par 42 associations. Cela nous a confortés dans l'idée que cette notion d'ingénierie territoriale du développement local et des transitions était une idée partagée, qu'elle avait du sens, parce que le besoin est réel et qu'aujourd'hui, elle existe de façon très parcimonique, elle n'est surtout pas financée. Donc si nous voulons demain atteindre nos objectifs, il nous paraît indispensable qu'elle soit reconnue et qu'elle soit financée. Merci beaucoup de mettre en valeur l'ingénierie territoriale et la nécessité de la soutenir. Alors justement, ça fait un très bon lien pour le témoignage de Christophe Ginter, puisque depuis ce matin, on entend l'importance donc des acteurs en proximité, de cette fameuse ingénierie d'alliance et ingénierie territoriale et de la nécessité de l'accompagner. Alors, la Caisse des dépôts a un statut un peu particulier, acteur à la fois économique et d'intérêt général, et la Banque des territoires en l'occurrence est aussi un acteur de l'investissement de proximité. Alors justement, quels sont ces leviers? Comment ça s'incarne cet investissement de proximité? Alors, il y a effectivement, bonjour à tous, la Banque des territoires, elle est à la fois un investisseur institutionnel, comme vous venez de le dire, mais aussi un accompagnateur. Alors, quand on parle de maillage territorial, on est organisé en 30, enfin, on a 16 directions régionales en métropole et outre-mer, 35 implantations locales, et on a vraiment collé à la proximité territoriale, déconcentrer nos décisions d'investissement, c'est-à-dire que ce n'est plus le siège qui décide des investissements en local jusqu'à un seuil d'1 million d'euros, que ce soit pour des investissements ou des missions d'accompagnement. Donc ça, premier niveau de déconcentration. Pour rebondir sur ce que vous disiez, Madame la députée, on a toujours besoin de plus d'accompagnement, de plus d'ingénierie. Pour autant, il en existe déjà un certain nombre. Et je crois que l'AVIS recense un peu plus de 640 acteurs de l'accompagnement en France.
Le sujet, il est plus de mieux orienter les porteurs de projets, de mieux orienter les associations pour qu'elles connaissent les dispositifs sur leur territoire. Et donc, il y a un vrai enjeu de coordination, d'articulation, de cartographie pour mieux organiser ce maillage territorial des accompagnateurs. Les besoins des associations sont différents, les besoins des porteurs de projets sont différents, et on ne peut pas aller toquer à la même porte en fonction pour tous les projets. Typiquement, tout le monde connaît très bien le DLA, le dispositif local d'accompagnement, mais il adresse principalement, en très très grande majorité, les associations employeuses. Le DLA accompagne 5 à 6 000 associations par an, mais vous savez aussi bien que moi qu'il y a plus d'associations non employeuses que d'associations employeuses en France. Et pour répondre à ça, alors il y a un dispositif un peu historique qui s'appelle le dispositif AIO, accueil, information, orientation, avec un point d'entrée au niveau de chaque région qui est celui des CRES. Mais il y a un dispositif un peu plus récent qui adresse également toutes les associations, donc y compris associations non employeuses, qui est le dispositif du guide asso, qui a été mis en place par la JEBA et par le mouvement associatif, qui permet d'orienter justement ces associations non employeuses ou tout type de projet finalement vers la bonne porte. Et donc ce guide asso est en fait en phase d'expérimentation aujourd'hui, puisqu'il est présent et il va se déployer dans une dizaine de régions en France, et justement permettra de mieux orienter ces porteurs de projets. Donc comme je le disais, la VISE est un acteur aussi incontournable sur l'accompagnement des structures de l'ESS. Je ne peux pas ne pas citer non plus France Active, qui à travers ces différentes associations territoriales est très présente, à la fois en investissement et en accompagnement. Vous avez un tiers des effectifs de France Active qui sont dédiés à l'accompagnement. On a souvent tendance à voir France Active comme un investisseur, mais ils font beaucoup d'accompagnement. Les incubateurs, je vous entendais également mentionner 1% de financement par rapport au budget en ingénierie. Quand on investit à la Banque des Territoires, on dédie 5% de l'enveloppe d'investissement à justement de l'ingénierie et de l'accompagnement, parce que dans le cadre de nos due diligence, et puis il faut lancer des audits, il faut potentiellement accompagner le porteur de projet pour mieux structurer son modèle, et on a effectivement une enveloppe de 5% d'ingénierie qui est dédiée à chaque investissement. Il ne faut pas que j'oublie non plus de parler du réseau des incubateurs. Il y a beaucoup d'incubateurs en France qui sont là aussi pour accompagner les porteurs de projets. Pour ne pas citer un grand réseau d'incubateurs qui s'appelle La Ruche et qui est extrêmement présent. Et puis je ne reviendrai pas sur les propos de Muriel avec le programme Alliance Dynamique qui permet aussi d'apporter sa pierre à l'édifice. Avec ses 17 000 points de contact, mon Dieu, on est tout petit avec nos 35 implantations, mais comme nous nous sommes mariés il n'y a pas si longtemps que ça, l'union fait la force. Alors il y a aussi, on parle de jouets collectifs depuis. Je parlais du mariage entre la Poste et la Caisse. On peut pas le savoir. Alors on parle de jouets collectifs depuis ce matin, mais du côté des investisseurs aussi, il y a une volonté qui est de plus en plus exprimée à vouloir jouer collectif entre investisseurs, ce qui crée de la confiance entre eux, mais aussi avec l'ensemble de leurs parties prenantes. Alors, quels sont vos retours d'expérience de la Caisse des dépôts sur ce jouet collectif entre investisseurs ? Alors les investisseurs, effectivement, s'allient de plus en plus autour d'une notion commune qui est l'impact. On en a parlé beaucoup aujourd'hui. L'impact est très lié à l'innovation sociale. À nouveau, Muriel, comme tu le disais, encore faut-il savoir le définir, le mesurer, donc définir les bons indicateurs, parce que finalement, on a un socle commun d'indicateurs d'impact qui peut, on va dire, convenir à bon nombre de projets, comme le nombre d'emplois créés, maintenus, le nombre de personnes formées ou autres. Mais après, il faut vraiment définir des indicateurs qui sont propres au projet, à chacun des projets de l'ESS.
on a mis en place 2 dispositifs collectivement, donc avec un certain nombre de partenaires. Le premier, c'est le Cercle des investisseurs à impact social, qui a vu le jour en 2016, donc ça fait déjà 6 ans, dont une bonne partie ont été animés par les équipes du Rameau, et je vous en remercie à nouveau. Et ce Cercle des investisseurs à impact social, il réunit 5 types d'investisseurs. Vous avez ou 5 types d'acteurs qui sont vraiment engagés sociétalement, on va dire. Des entreprises à l'image de AG2R La Mondiale ou de La Poste, des investisseurs financiers classiques, j'allais dire, comme BNP Paribas ou la Caisse d'épargne, des investisseurs qui sont clairement solidaires, orientés vers la solidarité, comme INCO, France Active à nouveau, ou encore Fitrust, des institutions publiques dont la Caisse des dépôts, et puis des philanthropes qui jouent un rôle important également à travers les fondations. Et en fait, ce cercle, il se réunit 2 fois par an. Et en fait, on apprend à mieux se connaître, on échange sur qu'est-ce qui pourrait nous permettre de plus investir dans des projets d'innovation sociale, quelles sont les conditions à réunir pour que on soit plus présent. Et il y a même plusieurs sessions où on avait invité dans ce cercle des accompagnateurs pour mieux comprendre les problématiques des uns et des autres et essayer de rapprocher les 2 mondes entre guillemets. Le deuxième dispositif qu'on a mis en place, c'est le fonds I, qui est un dispositif d'accompagnement. Alors le fonds I, le I peut vouloir dire plusieurs choses. La première chose, c'est l'ingénierie, mais il y a aussi des notions d'innovation et d'impact. Et ce fonds I, il a été créé déjà par bon nombre de membres du cercle des investisseurs à impact social. La vocation du fonds I, c'est d'accompagner les porteurs de projets qui veulent changer d'échelle, donc qui veulent vraiment essaimer, qui ont un projet dont l'ambition dépasse le périmètre strictement local. Et en fait, c'est un parcours sur mesure qui combine différentes expertises, mais qui sont rassemblées autour d'une seule mission. Bien souvent, vous voyez des porteurs de projets qui ont des difficultés sur des points juridiques, sur des points financiers, sur des points techniques, voire organisationnels, et ils sont obligés, quand ils en ont les moyens, de multiplier les missions sur chacune de ces thématiques. Le fonds I, finalement, agrège, alors ça commence par un diagnostic global sur les besoins du porteur de projet, et ensuite il y a un parcours de mesure qui est constitué pour agréger en une seule mission l'ensemble des besoins du porteur de projet. Donc ça, ce dispositif-là, il n'est pas gratuit, ce sont des avances remboursables, mais ces avances sont remboursables si la mission est un succès. Ça veut dire que le cabinet qui réunit plusieurs expertises va mener sa mission, mais s'il n'a pas atteint sa mission, c'est-à-dire que si ça ne se traduit pas par l'élaboration d'une feuille de route acquise, approuvée par le porteur de projet qui va derrière la mettre en œuvre, l'avance ne sera pas remboursée. Donc il y a finalement, c'est assez innovant, parce qu'il y a une obligation de résultat plus qu'une obligation de moyens qu'on retrouve beaucoup plus classiquement dans les missions de conseil. Et finalement, c'est à nouveau une alliance entre investisseurs à impact, parce que en accompagnant ces projets à travers le fonds I, les investisseurs fondateurs du fonds I vont se réunir derrière pour investir dans ce projet. Donc on est tous finalement très intéressés à ce que la mission rencontre son succès, parce que derrière on pourra y investir. Et si toutes les conditions n'étaient pas réunies pour y investir, on pourrait faire appel à notre réseau de partenaires pour que finalement cette mission d'accompagnement débouche sur un investissement et un changement d'échelle effectif. Merci beaucoup. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce fonds I, c'était une confiance entre investisseurs qui maintenant va vers la confiance avec les projets, avec la confiance avec les accompagnateurs. C'est tous ces écosystèmes qui reposent sur la confiance. Alors, pour terminer, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, la confiance, c'est finalement tout le fil rouge, c'est le fil invisible depuis ce matin de ces alliances, invisible mais néanmoins nécessaire pour que le agir ensemble puisse être pérenne et puis et également puisse permettre pour tous ceux qui sont impliqués de rester dans des relations équilibrées. Merci à vous.